Il s'agit d'un bootcamp de 4 jours. Le but étant pour nous de vous partager euh, les bases, les fondamentaux sur le développement web, qui aujourd'hui est un métier très prisé. Donc, je vais commencer par présenter l'académie. Donc, Digital Excellence Academy est un institut de formation professionnelle et de certification pour les personnes à la recherche de nouvelles compétences dans les domaines du numérique. L'institut est soutenu par l'agence Excellence Digitale et le cabinet Chartered Manager. Nous fournissons des compétences pratiques actualisées pour l'avancement de la carrière et la croissance de l'entreprise. Nous proposons des formations pratiques en marketing digital, développement web et mobile, data science et business analytics, intelligence artificielle, cybersécurité, protection des données personnelles, digitalisation et dématérialisation destinée aux entrepreneurs, aux professionnels, aux freelance, aux étudiants et jeunes diplômés. En dehors de ces formations, l'agence offre également des conseils et des opportunités d'emploi et des missions avec des entreprises internationales autour des métiers liés au numérique. Donc, le programme de ces 4 jours de formation, c'est pour cette première journée, nous verrons l'introduction au web et à ses fondamentaux. La journée de demain, nous allons nous attarder sur pourquoi devenir un développeur full stack. La troisième journée, nous parlerons des technologies et bonnes pratiques en développement web. Et à la fin, nous allons introduire le déploiement et la sécurité des applications web. Donc, je m'appelle Emmanuel Gomsi. Je suis un ingénieur logiciel, expert en développement d'applications web et responsable département développement d'applications web et formateur à l'Académie Excellence Digitale. Bon, en guise d'introduction, cette première séance, nous allons explorer les bases du web, son fonctionnement et son importance dans notre vie au quotidien. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, commencer à parler de tout ce qui sera application, déploiement, bonnes pratiques de codage et autres, il est important pour tout un chacun de bien comprendre ce que c'est que le web. Donc, de savoir pourquoi le web existe, quels sont les protocoles, les bonnes pratiques, les codifications liées au web. Et c'est à partir de cela qu'on comprendra mieux ce qui sera fait par la suite, c'est-à-dire tout ce qui aura trait au codage, aux bonnes pratiques, à ce qu'on appelle le référencement et tout ce qui va suivre. Donc, de quoi allons-nous discuter? Qu'est-ce que le web? Le fonctionnement de base du web, les principaux protocoles utilisés dans le web, les navigateurs et leur rôle, et nous allons introduire de façon bref les outils de développement web. Qu'est-ce que le web? Le web est devenu une infrastructure vitale pour la communication, l'information et les affaires. Comprendre les bases du web est essentiel pour quiconque souhaite se lancer dans le domaine du développement web. Dans notre vie quotidienne, le web est devenu omniprésent, que ce soit pour rechercher des informations, communiquer, effectuer des achats en ligne ou même se divertir. Donc, par exemple, lorsque on veut rechercher une recette sur Internet, une recette, autant pour moi, la première chose qu'on fait quand on ne connaît pas la recette, c'est d'aller taper dans notre navigateur le nom, le nom du repas qu'on souhaiterait faire pour avoir la recette. Donc, c'est dire que en fait, pour nous, c'est déjà devenu une norme. Ok, je suis en train de faire quelques réglages, merci. Donc, c'est devenu une norme pour nous de faire des recherches sur Internet lorsqu'on souhaite, pour moi, lorsqu'on souhaite obtenir une information. Définition et concept du web.
Le web, abréviation de World Wide Web, est un système d'information mondial interconnecté qui permet d'accéder à des ressources via Internet. Il est basé sur le principe de l'hypertexte qui permet de naviguer entre les pages et les sites grâce à des liens cliquables. Les principaux éléments du web. Le web repose sur plusieurs éléments essentiels. Les pages web créées à l'aide de langages de programmation tels que HTML constituent le contenu que nous visualisons dans notre navigateur. Donc, en guise d'exemple, comme on le voit sur l'image, nous pouvons avoir des pages comme ceci, comme ce formulaire avec une image, avec des champs pour insérer le nom, l'adresse email, avec des boutons et avec des liens. L'organisation du web. Le web est structuré de manière hiérarchique avec des pages et des sites organisés en arborescence. Les sites web sont identifiés par des adresses appelées URL, Uniform Resource Locator. Par exemple, l'adresse http://www.excellencedigital.com est une URL du site de l'agence Excellence Digitale. Chaque URL est unique et permet d'accéder à une ressource spécifique sur le web. Donc, nous allons nous attarder sur l'URL pour essayer en fait d'expliquer chacune de ces parties. Donc, nous avons là un exemple d'URL. Au début, nous avons HTTP qui représente le protocole de communication qui est utilisé sur le web. Nous verrons par la suite qu'il existe plusieurs protocoles de communication sur le web. Il est suivi du domaine, le nom de domaine, ou très souvent, quand il n'y en a pas de nom de domaine, on parlera d'adresse IP, qui est en fait le nom tout simplement de la ressource qu'on souhaite accéder sur Internet. Suivi du port, qui est le numéro en fait d'entrée ou la porte d'entrée du domaine. Le chemin, il s'agit de la ressource que l'on souhaite acquérir. Les paramètres, il s'agit là des informations supplémentaires pour faire ce qu'on appelle des filtres, pour pouvoir avoir un meilleur résultat sur notre recherche. Et l'encre, qui est facultatif, mais généralement, l'encre doit correspondre à des zones spécifiques dans la page. Donc, en quelque sorte, voilà comment est décomposée une adresse URL. Le protocole, le domaine, qui est le nom du site, le port, qui est la porte d'écoute, l'entrée d'écoute du site, le chemin, la ressource à accéder, les paramètres pour faire le filtre, pour avoir un meilleur résultat, et l'encre de façon facultative pour accéder à une zone spécifique dans la page. Rôle des serveurs et des clients. Le web fonctionne selon un modèle client-serveur. Lorsque nous accédons à un site web, notre navigateur, le client, envoie une demande au serveur où le site est hébergé. Le serveur envoie ensuite les fichiers nécessaires pour afficher le site à notre navigateur. Par exemple, lorsque nous voulons accéder à une boutique en ligne, notre navigateur envoie une demande au serveur de la boutique pour afficher les produits, les prix et les options d'achat. Donc, nous reviendrons un peu plus tard sur la notion de requête, la notion de demande envoyée vers le serveur et de réponse obtenue par le client. Donc, nous arrivons à la fin de cette première partie et nous allons prendre ce quiz pour essayer de voir si nous avons compris les concepts qui ont été énoncés un peu plus haut. Donc, je vous laisserai la parole, mais dans le chat, vous allez répondre par vrai ou faux. Vous mettez le numéro de la question et vous répondez par vrai ou faux dans le chat. Nous allons prendre quelques secondes pour vous laisser le temps de lire et de répondre dans le chat. Donc, répondez par vrai ou faux. Commentez votre réponse pour expliquer la compréhension des concepts du web. Question numéro 1. Le web est devenu omniprésent dans notre vie quotidienne et nous l'utilisons principalement pour les en ligne. Question numéro 2. Le web, abréviation de World Wide Web, est un système d'information mondial interconnecté qui permet d'accéder à des ressources via Internet.
Proposition numéro 3, les pages web sont créées à l'aide de langages de programmation tels que HTML, qui permettent de structurer le contenu que nous visualisons dans notre navigateur. Proposition numéro 4, le web est organisé de manière linéaire, où chaque page est indépendante et n'a pas de lien vers d'autres pages ou sites web. Proposition numéro 5, lorsque nous accédons à un site web, notre navigateur agit en tant que serveur pour fournir les fichiers nécessaires pour afficher le site. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. OK, je vois qu'il y a eu énormément de réponses. Donc, pour la proposition numéro 1, le web est devenu omniprésent dans notre vie quotidienne. Nous l'utilisons principalement pour effectuer des achats en ligne. La réponse, elle est fausse. Parce que certes, le web est devenu omniprésent dans notre vie, mais ce n'est pas principalement pour faire des achats en ligne que nous allons sur le web. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui va rechercher une recette. Donc, le web peut nous permettre d'effectuer des achats en ligne, certes, mais également il peut nous permettre de faire d'autres recherches et pas seulement des recherches. On peut se former, on peut regarder des vidéos, ainsi de suite, ainsi de suite. En deuxième proposition, le web, abréviation de World Wide Web, est un système d'information mondiale interconnecté qui permet d'accéder à des ressources via Internet. Cette proposition, elle est vraie. Les pages web sont créées à l'aide de langages de programmation tels que HTML qui permettent de structurer le contenu que nous visualisons dans notre navigateur. Cette proposition également est vraie. Le web est organisé de manière linéaire où chaque page est indépendante et n'a pas de lien vers d'autres pages ou sites. Cette proposition, elle est fausse. Parce que nous pouvons avoir, comme nous l'avons dit avec les URL, nous pouvons avoir des liens dans une page vers d'autres pages. On parle de système interconnecté, c'est-à-dire à partir d'une ressource, on peut accéder à d'autres ressources. Enfin, lorsque nous accédons à un site web, notre navigateur agit en tant que serveur pour fournir le nécessaire pour afficher le site. Cette proposition également, elle est vraie. Fonctionnement de base du web. Dans ce chapitre, nous allons plonger plus en profondeur dans le fonctionnement du web. Comprendre les mécanismes sous-jacents nous permettra d'appréhender comment les informations circulent et les pages web s'affichent. L'architecture client-serveur. Le web fonctionne selon un modèle client-serveur. Imaginez par exemple que vous souhaitez consulter un site web d'actualité. Votre navigateur web, le client, envoie une requête au serveur du site demandant les informations nécessaires pour afficher la page. Le serveur répond en lui renvoyant des fichiers HTML, CSS, JavaScript, images, etc. qui composent la page demandée. Donc, observons ce schéma. Je vais essayer de l'expliquer. Donc, nous avons trois clients, le client A, le client B et le client C. En bleu, ces clients vont émettre des requêtes vers notre serveur. C'est-à-dire, le client A peut être n'importe qui d'entre nous qui souhaiterait, par exemple, avoir les résultats d'un concours ou bien qui souhaiterait faire une recherche quelconque sur Internet. Donc, via son navigateur Internet, il va saisir l'objet de sa demande. C'est une requête qu'il fait vers un serveur. Le serveur va traiter cette demande et lui afficher des réponses, c'est-à-dire lui afficher des sites web qui traitent à la requête pour la requête qu'il a demandée. Donc, c'est le principe client, c'est-à-dire un client mettre des requêtes vers un serveur qui va traiter et envoyer des réponses au client.
ceci donc via nos navigateurs Internet qui vont donc jouer le rôle passerelle. La requête sera émise via le navigateur, la réponse sera affichée via le navigateur. Donc, c'est très important de prendre ce schéma, du moins de comprendre ce protocole de communication, parce que quand on arrivera à la phase de code, il sera très important pour nous de bien comprendre, de bien maîtriser comment communiquent les informations à travers le web. Le protocole HTTP. Au cœur de cette communication client-serveur se trouve le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Il définit les conventions pour l'échange de données sur le web. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un lien pour accéder à une nouvelle page, votre navigateur envoie une nouvelle requête HTTP au serveur pour obtenir cette page. Nous allons insister en fait sur tout ce qui sera protocole HTTP et HTTPS par la suite lorsqu'on va revenir sur le code. On va donc définir quels sont les types de requêtes. On a parlé de requêtes et de réponses. Nous avons plusieurs types de requêtes qui peuvent être émises vers un serveur. Nous avons plusieurs types de réponses qui peuvent être retournées au client. Donc, nous reviendrons sur cette notion un peu plus tard dans nos séries de bootcamp. Les langages du web. Le web est construit en utilisant plusieurs langages de programmation. L'un des plus fondamentaux est le HTML, qui permet de structurer le contenu d'une page web. Par exemple, en utilisant les balises HTML, nous pouvons indiquer que certains éléments sont des titres, des paragraphes, des images ou des liens. Donc, également très important, lorsqu'on parle du web, on ne peut pas se détacher du HTML. Le HTML, c'est la base. Donc, il nous permet en fait de donner le squelette, comme on dit très souvent, le squelette de notre page web. Donc, il permettra de définir donc qu'est-ce qui sera les titres sur notre page, qu'est-ce qui sera image, qu'est-ce qui sera paragraphe, qu'est-ce qui sera zone, qu'est-ce qui sera pied de page, qu'est-ce qui sera en tête. Les navigateurs web. Les navigateurs web tels que Google Chrome, Mozilla Firefox et Safari, pour ne citer que ceux-ci, jouent un rôle crucial dans l'affichage des sites web. Ils interprètent le code HTML, CSS et JavaScript pour rendre la page web visuellement attrayante et interactive. Chaque navigateur peut également avoir ses propres fonctionnalités et performances spécifiques. Donc, dans le schéma, je vous disais que les navigateurs vont jouer le rôle de passerelle. C'est eux qui vont transmettre les informations sous forme de requêtes au serveur et qui vont afficher les réponses sous forme de visuel, de vue au client. Donc, il existe une pléthore de navigateurs et chaque navigateur a son mode de fonctionnement. Les outils de développement web. Les développeurs web utilisent une variété d'outils pour créer et débugger des sites. Les éditeurs de code tels que Visual Studio Code ou Sublime Text offrent des fonctionnalités avancées pour écrire et organiser du code. Les outils de débogage intégrés au navigateur permettent aux développeurs d'inspecter et de modifier le code en temps réel pour résoudre des problèmes. Donc, qui dit développeur, que ce soit web ou mobile, ou encore d'application bureau, dit d'avoir son environnement de travail. L'environnement de travail, on parlera donc d'éditeur de code. Donc, c'est au travers des éditeurs de code. Un peu, si on va dans l'édition de texte, pour pouvoir éditer un texte, il nous faudra un outil comme Word ou tout autre outil. Pareil pour le développeur, pour pouvoir donc écrire son code, il lui faudra un environnement dédié à l'écriture du code. Donc, les plus populaires, vous les connaissez, il y a Visual Studio Code, il y a Sublime Text, il y a Atom, il y en a une pléthore. Donc, nous allons passer au deuxième quiz qui marque la fin de ce deuxième point. Donc, comme précédemment, je vous laisserai le temps de répondre dans le chat aux différentes questions. Donc, vous allez mettre le numéro de la question et vous allez choisir de mettre la lettre correspondant à la réponse. Donc, question 1. Quel est le modèle de fonctionnement du web? Les propositions sont les suivantes. Modèle centralisé, modèle client-serveur, modèle pair à pair, modèle décentralisé.
2. Quel protocole est utilisé pour l'échange de données sur le web? HTML, HTTP, CSS, JavaScript. Quel langage de programmation permet de structurer le contenu d'une page web? JavaScript, Python, HTML, Java. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat. D'accord. Merci toujours de jouer le jeu. C'est très important pour nous d'avoir vos retours. C'est pour être sûr que nous évoluons ensemble. Donc, à la question 1, la réponse exacte, c'était le modèle client-serveur. Nous sommes beaucoup attardés sur ce modèle. Nous avons dit que le client-serveur fonctionnait de cette façon. Le client émettait des requêtes vers un serveur qui traitait ces demandes et envoyait des réponses appropriées au client au biais du navigateur Internet, navigateur web. 2. Quel protocole est utilisé pour l'échange de données sur le web? Le protocole utilisé est le protocole HTTP. Quel langage de programmation permet de structurer le contenu d'une page web? Il s'agit de HTML, qui nous permet de définir un squelette pour nos pages web. Une autre série de questions. Quel est le rôle des navigateurs web dans l'affichage des sites web? Les réponses possibles. Il envoie des requêtes au serveur pour obtenir les fichiers nécessaires. Il interprète le code HTML, CSS et JavaScript pour rendre la page visuellement attrayante et interactive. Il stocke les fichiers de site web sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ils fournissent des outils de débogage pour les développeurs web. Quels sont les outils utilisés par les développeurs web pour écrire et déboguer des sites web? Éditeurs de code tels que Visual Studio ou Sublime Text, des navigateurs web tels que Google Chrome, Mozilla, Firefox et Safari, des langages de programmation tels que C++, C# ou Ruby, les outils de gestion de bases de données. Je vous laisse également quelques secondes pour répondre dans le chat. OK. Question 4. Quel est le rôle des navigateurs web dans l'affichage des sites web? Donc, ici, il y avait plusieurs réponses possibles. Donc, ils envoient la réponse A, ils envoient des requêtes au serveur pour obtenir les fichiers nécessaires. Réponse B, ils interprètent le code HTML, CSS, JavaScript pour rendre la page visuellement attrayante et interactive. Et réponse D, ils fournissent des outils de débogage pour les développeurs web, car il est possible également de débugger via nos navigateurs web. Nous reviendrons dessus dans la suite. Question 5. Quels sont les outils utilisés par les développeurs web pour écrire et débugger des sites web? Les réponses possibles ici étaient éditeur, la réponse A, éditeur de code tel que Visual Studio Code ou Sublime Text, et également les navigateurs web tels que Google Chrome, Mozilla, Firefox et Safari. Donc, il nous est également possible, mais on le fera peut-être jamais, d'écrire du code directement sur le navigateur. À la seule différence que ce code ne sera pas stocké dans notre machine, ne sera pas enregistré, il sera perdu aussitôt que nous allons actualiser la page ou fermer notre navigateur.
Les principaux protocoles utilisés. Dans ce chapitre, nous allons explorer les protocoles clés utilisés dans le fonctionnement du web. Ces protocoles sont les fondements sur lesquels reposent les échanges d'informations et les communications entre les différents éléments du web. Donc, comme je vous le disais en début, il est très important de comprendre comment fonctionne le web, comment les éléments communiquent dans le web, parce que le développeur utilisera ce mode de fonctionnement, ces modes de communication pour écrire son code par la suite. HTTP. Le protocole HTTP est le protocole de communication principal du web. Il définit les règles pour l'échange de données entre les clients et le serveur web. Par exemple, lorsque vous visitez un site, votre navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour obtenir les ressources nécessaires à l'affichage de la page. HTTPS est une version sécurisée du protocole HTTP. Il utilise un protocole de sécurité appelé SSL/TLS pour chiffrer les données échangées entre le client et le serveur, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations. Donc, la différence, vous verrez souvent sur certains sites, sur votre barre d'adresse de navigateur, lorsque vous accédez à certains sites, on va vous prévenir que ce site n'est pas sécurisé. C'est-à-dire, il utilise tout simplement le protocole HTTP. Il n'est pas en mode sécurisé. Donc, il est préconisé, il est recommandé, lorsqu'on navigue sur Internet, de ne naviguer que sur des sites sécurisés. Car cette clé de sécurité-là permet en fait de chiffrer vos données de communication dans le site. FTP, File Transfer Protocol. FTP est un protocole utilisé pour le transfert de fichiers sur le web. Il permet à un client d'accéder à un serveur FTP distant pour télécharger ou téléverser des fichiers. Par exemple, si vous souhaitez partager un fichier volumineux avec quelqu'un, vous pouvez l'uploader sur un serveur FTP, puis partager le lien avec la personne concernée pour qu'elle puisse le télécharger. Donc, tout simplement, on reviendra sur ces notions lors du déploiement des applications, mais tout simplement pour se partager des fichiers au travers du web, il est question pour nous d'uploader. Donc, même les téléchargements, lorsqu'on va sur un site et qu'on télécharge un document, en fait, c'est une représentation, en fait, d'un serveur FTP. Donc, le site en question joue le rôle du serveur FTP, car il stocke, en fait, le document. Et nous, on vient émettre une demande de télécharger ce document. Donc, le site serveur partage le fichier avec nous, le client, au travers donc de ce protocole de communication qui est FTP. Donc, HTTP régit le protocole de communication entre les serveurs. FTP régit le protocole de communication pour le partage des fichiers. Donc, il ne faut pas faire de confusion. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP est un protocole utilisé pour l'envoi des courriers électroniques. Il permet à un client d'envoyer un email à un serveur de messagerie qui le transférera ensuite au destinataire. Par exemple, lorsque vous envoyez un email à un ami, votre client de messagerie utilise le protocole SMTP pour acheminer le message jusqu'au serveur de messagerie de votre ami. Donc, sur votre machine, vous allez ouvrir votre application de messagerie, vous allez saisir le mail et vous allez cliquer sur envoyer. Donc, ce mail va donc transiter va transiter de serveur en serveur jusqu'à arriver à la machine de votre ami via le protocole SMTP. C'est le protocole qui est utilisé par les messageries électroniques telles que Gmail, telles que Yahoo, telles que Outlook et tous les autres que vous connaissez. Donc, là, il s'agit beaucoup plus de réseaux, mais il est tout quand même important pour un développeur de savoir comment cette communication est faite. Donc, quiz 3, répondez par vrai ou faux, comme avec les deux quiz précédents. Le protocole HTTP
question à proposition numéro 1. Le protocole HTTP est un protocole sécurisé utilisé pour le transfert de fichiers sur le web. HTTPS est une version améliorée du protocole FTP utilisé pour chiffrer les données échangées entre les clients et le serveur. FTP est principalement utilisé pour l'envoi de courriers électroniques entre les clients et les serveurs de messagerie. Le protocole SMTP permet à un client d'accéder à un serveur FTP distant pour télécharger les fichiers volumineux. HTTPS utilise le protocole de sécurité SSL/TLS pour garantir une confidentialité des données échangées lors de la navigation sur des sites web. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. OK. Donc, la première proposition, le protocole HTTP est un protocole sécurisé utilisé pour le transfert de fichiers sur le web. Cette proposition n'est pas correcte. HTTPS est une version améliorée du protocole FTP utilisé pour chiffrer les données échangées entre le client et le serveur. Cette proposition également n'est pas correcte. FTP est principalement utilisé pour l'envoi de courriers électroniques entre les clients et les serveurs de messagerie. Cette proposition également n'est pas correcte. Le protocole SMTP permet à un client d'accéder à un serveur FTP distant pour télécharger des fichiers volumineux. Cette proposition également n'est pas correcte. HTTP utilise le protocole de sécurité SSL/TLS pour garantir la confidentialité des données échangées lors de la navigation sur des sites web. Cette proposition est correcte. On a dit que, pour le rappel, HTTP régit la communication des serveurs dans le nuage qu'est Internet. HTTPS est la version sécurisée en fait de cette communication. Parce qu'en HTTP, tout simplement, les données ne sont pas chiffrées. Avec la clé de sécurité au-dessus, on chiffre ces données qui transitent entre les serveurs. Maintenant, FTP est utilisé pour le partage des fichiers. Il permet à une machine cliente d'uploader, c'est-à-dire de déposer des fichiers sur un serveur, et à une autre machine cliente de télécharger et de download les fichiers qui sont stockés sur un serveur. SMTP est le protocole qui régit la communication pour les courriers électroniques. Donc, lorsque un mail sera envoyé depuis une machine cliente via un opérateur de mail, il utilisera le protocole SMTP pour transférer ce mail vers la machine cliente du destinataire. Les navigateurs et leur rôle. Dans ce chapitre, nous allons explorer le rôle essentiel des navigateurs web dans l'affichage et l'interaction avec les sites web. Les navigateurs sont les outils qui nous permettent d'explorer le web et d'accéder à une multitude d'informations. Les navigateurs populaires. Il existe de nombreux navigateurs web, chacun avec ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Parmi les plus populaires, on retrouve Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Microsoft Edge. Chaque navigateur a sa propre interface, ses extensions et ses performances spécifiques. Rendu des pages web. Le navigateur interprète les langages du web HTML, CSS, JavaScript pour afficher les pages web de manière visuellement attrayante et interactive. Il utilise un moteur de rendu tel que Blink pour Chrome, Gecko pour Firefox ou WebKit pour Safari, qui interprète le code et le transforme en une représentation graphique compréhensible pour les utilisateurs. Donc, dans la communication client-serveur, nous, au travers de notre navigateur, avec les interfaces, nous allons tout simplement saisir notre demande sur notre barre de recherche. Cette demande donc va être transformée en langage compréhensible par les serveurs. Le serveur ne comprend pas notre demande littérale. Il comprend notre demande sous
sous une forme spécifique. Donc, le navigateur aura donc pour rôle de transformer dans notre demande littérale en forme spécifique qui sera comprise par le serveur. Une fois que le serveur va traiter dans notre demande, il va nous renvoyer également des réponses sous une forme spécifique. Le rôle du navigateur sera encore, à ce moment, de transformer ces réponses sous la forme spécifique, machine, on va dire comme ça, en langage ou en interface qui seront compréhensibles par nous les utilisateurs. Gestion des standards du web. Le navigateur joue un rôle crucial dans l'adoption et la mise en œuvre des standards du web. Ils doivent respecter les recommandations établies par les organismes tels que le World Wide Web, Consortium, 3W, W3C autant pour moi, pour assurer une compatibilité maximale entre les sites web. Cela permet aux développeurs de créer des sites web qui fonctionnent de manière cohérente sur différents navigateurs. Bon, rapidement, le 3WC, c'est un organisme international qui régit en fait les recommandations ou les critères, on va dire les critères de qualité pour les sites Internet. Donc, lorsqu'on va développer un site, on ne va pas le développer juste sur la base de notre compréhension à nous. Il y a des critères à respecter. On dira par exemple qu'il faudra, on parlera d'ergonomie. Donc, il faudra avoir un standard d'affichage pour éviter je vais dire quoi, pour éviter aux utilisateurs qui vont consulter notre site web, par exemple, d'avoir des problèmes. S'il y en a un utilisateur qui est malvoyant, il y aura également des standards pour permettre à ces utilisateurs, avec leur outil, de pouvoir lire le texte dans nos pages. Donc, il y a des règles comme ça spécifiques qui sont établies par ces organismes-là que nous devons respecter et que très souvent, même les langages, par défaut, embarquent pour nous. Mais il est important de savoir ça. Donc, il serait important pour vous d'aller consulter en fait ces différentes recommandations. Elles sont nombreuses, hein. D'aller consulter les plus importantes, les plus usuelles pour vous qui allez développer des sites par la suite. Extensions et fonctionnalités. Le navigateur offre des extensions et des fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de navigation. Par exemple, les extensions peuvent ajouter des fonctionnalités de traduction, de blocage des publicités, de gestion de mots de passe. Donc, très souvent, sur nos sites, on va rajouter une extension de traduction, Google Translate par exemple, pour traduire rapidement les pages dans une langue qui est familière à notre langue. Ou alors, on va utiliser des extensions de blocage de publicité pour éviter d'être pollué par des publicités sur Internet lors de notre navigation. Donc, les navigateurs intègrent donc ces fonctionnalités pour améliorer notre expérience lors de notre parcours sur Internet. La mobilité et les navigateurs mobiles. Avec l'avènement des smartphones et des tablettes, les navigateurs mobiles sont devenus indispensables pour accéder au web en déplacement. Les navigateurs tels que Chrome pour Android, Safari pour iOS et Firefox pour mobile en général offrent une expérience de navigation adaptée aux appareils mobiles. Donc, un peu plus loin, on vous parlera de responsive, c'est-à-dire il faudrait que tout ce qui est affiché à l'écran, qu'on soit sur PC, qu'on soit sur tablette ou qu'on soit sur mobile, soit adapté en fait aux dimensions de l'écran. Dans les navigateurs, et nous aussi en développant, nous devons prendre ça en considération, que l'utilisateur peut ouvrir notre site sur un PC, sur une tablette ou sur un téléphone. Et encore que, en termes de dimensions de PC, de tablette et de téléphone, il y en a plusieurs. Donc, il faudrait trouver le juste milieu. Il y a des standards de dimension d'écran. Mais il faudrait que l'affichage que nous avons sur mobile, sur PC ou sur tablette soit assez équilibré. Introduction aux outils de développement web. Dans ce chapitre, nous allons explorer les outils essentiels utilisés par les développeurs web pour créer, débugger et optimiser des sites web.
Ces outils sont indispensables pour faciliter le processus de développement et améliorer l'efficacité du travail. Les éditeurs de code. Les éditeurs de code sont des logiciels qui permettent aux développeurs web d'écrire et de modifier le code source de leur projet. Parmi les éditeurs populaires, on retrouve Visual Studio Code, Sublime Text, Atom et Vim. Ces éditeurs offrent des fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, la complétion automatique et la gestion de projet pour faciliter la rédaction du code. Donc, il vous sera important pour vous d'installer, selon votre bon vouloir, un éditeur de code sur votre machine. Donc, cet éditeur vous permettra donc en fait de saisir votre code. L'avantage dans les éditeurs, comme dit dans ces quelques lignes, en fait, c'est qu'il nous permettra d'embarquer un certain nombre d'outils qui nous permettent de créer plus facilement notre code. De l'autocomplétion, c'est-à-dire, lorsqu'on va commencer quelque chose, il va nous proposer la fin, d'avoir une coloration syntaxique, c'est-à-dire qu'il fera la différence entre deux variables de caractères que nous avons nous, qu'on ait un affichage plus agréable. Également, il permettra de les outils de débogage sont des fonctionnalités intégrées au navigateur des sites web. Ils offrent des l'inspection des éléments d'identification en temps la suite de nos programmes. Ces outils en fait intégrés au navigateur à des anomalies. Lorsqu'on va écrire et qu'on va qu'on va déployer sur un navigateur, un serveur, on sera confronté directement depuis le navigateur, on pourra débugger pour essayer de trouver quel est le et ensuite aller le corriger au niveau du code. Donc, on pourra vérifier si le problème vient directement de notre code, si le problème est lié au réseau ou à toute autre chose. On reviendra dessus en profondeur. Système de contrôle de version. Les systèmes de contrôle de version sont des outils qui permettent aux développeurs de gérer la version de leur code source. Git est l'un des systèmes de contrôle de version les plus populaires. Suivre les modifications, de collaborer avec d'autres développeurs et de revenir à des versions en cas de besoin. Donc, exactement, je prendrai l'exemple un document texte. Donc, Git ici de faire ce qu'on appelle le contrôle de version, c'est-à-dire j'aurai différentes versions de mon document. J'aurai la version 1 où j'ai peut-être écrit 2 pages, la version au jour 3 où j'ai peut-être écrit 5 pages, la version au jour X, j'ai écrit X pages. Si je me rends au jour X, qu'à départ, j'ai fait des erreurs. Ces erreurs ont un impact sur les pages suivantes. Il me sera possible donc de revenir à la version qui était stable, c'est-à-dire à la version que j'avais vérifiée et que j'avais validée. Et de modifier donc l'erreur et d'avancer. Donc, c'est un outil où vous allez vous documenter sur ce que c'est que Git et les outils de contrôle de version. En fait, aux développeurs de versionner leur application et d'avoir un meilleur suivi, de partager le code et de collaborer entre développeurs. Parce que travailler seul sur un projet, c'est assez évident. Travailler à deux sur un projet, très vite on va arriver. Parce qu'un développeur risque de modifier le code, des conflits, des collisions. Il serait bon que chaque développeur travaille sur un environnement qui lui est propre et qu'à la fin du travail, on puisse fusionner les différents travaux des développeurs pour avoir une version stable. Et les
Les préprocesseurs CSS tels que ça, c'est en utilisant des fonctionnalités supplémentaires telles les frameworks tels que Bootstrap, ces notions lorsqu'on abordera les langages de programmation, des librairies, nous avons des outils qui nous permettent d'aller encore un peu plus vite dans notre façon de coder. Donc, on parlera généralement de coder from scratch, c'est-à-dire coder de zéro. On part de rien du tout, ou alors coder avec des frameworks ou des préprocesseurs. Donc, coder sur la base d'une structure qu'on va juste peaufiner au fil de notre travail. Les outils de performance et de test. Les outils de performance et de test sont utilisés pour mesurer et optimiser les performances des sites. Par exemple, Lighthouse est un outil qui évalue la performance, l'accessibilité, l'optimisation pour les moteurs de recherche et les bonnes pratiques d'un site web. Les outils de test automatisés tels que Selenium permettent de réaliser des tests de régression pour s'assurer que les sites web fonctionnent correctement. Donc, il est de pratique pour un bon développeur de toujours tester son travail avant d'évoluer dans son travail. Donc, il est important de toujours tester. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise quelque chose, on teste d'abord avant de proposer au client ou de mettre en production. Et il existe différents types de tests. On aura l'occasion de revenir dessus. Et au sorti des tests, il faudrait également vérifier si le code que l'on a écrit est optimal. Parce que d'un navigateur à un autre, d'une connexion Internet à un autre, le comportement qu'on a prévu pour un élément de notre site peut être différent. Si je prends un exemple tout bête, j'ai peut-être prévu que après 5 secondes, pour un utilisateur, après 5 secondes sur ma page, je lui affiche un message. Maintenant, si son réseau n'est pas très bon, les 5 secondes peuvent devenir 15 secondes pour lui sur ma page. Si moi j'ai une connexion Internet 4G ou 5G, les 5 secondes seront effectivement les 5 secondes. Pour quelqu'un qui a une connexion qui est moins bonne que la mienne, les 5 secondes que j'ai prévues peuvent être augmentées. C'est-à-dire, ça peut avoir un délai de 10 secondes, de 15 secondes, et le comportement que j'ai prévu peut maintenant être faussé. Donc, il est important de se rassurer, non seulement en termes de test, mais en termes d'optimisation, que mon code, mon site web répond à ce que j'attends et à ce que l'utilisateur également attend. Quiz numéro 5. Proposition numéro 1. Les éditeurs de code sont des logiciels qui permettent aux développeurs web d'écrire et de modifier le code source de leur projet, mais ne fournissent pas de fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique. Proposition numéro 2. Les outils de débogage intégrés au navigateur web offrent des fonctionnalités telles que la modification en temps réel du code, mais ne permettent pas de surveiller les erreurs JavaScript. Git est l'un des systèmes de contrôle de version les plus populaires et il permet aux développeurs de gérer les différentes versions de leur code source, mais il ne permet pas de collaboration avec d'autres développeurs. Les préprocesseurs tels que SAS et LESS permettent aux développeurs d'écrire du code CSS avancé en utilisant des fonctionnalités supplémentaires telles que les variables, mais ne fournissent pas de boucles pour faciliter le développement. Lighthouse est un outil utilisé pour mesurer et optimiser les performances des sites web, évaluant les aspects tels que la performance, l'accessibilité et l'optimisation pour les moteurs de recherche. Bon, je vous laisse également quelques secondes pour répondre dans le chat. OK.
Les éditeurs de code sont des logiciels qui permettent aux développeurs web de créer et de modifier le code source de leur projet, mais ne fournissent pas de fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique. Cette proposition est fausse, car nous avons vu que les éditeurs de code ont comme avantage cette possibilité d'avoir une coloration syntaxique qui permettra en fait de différencier les éléments par le biais des couleurs pour nous permettre de coder plus facilement. Les outils de débogage intégrés au navigateur web offrent des fonctionnalités telles que la modification en temps réel du code, mais ne permettent pas de surveiller les erreurs JavaScript. C'est également faux, car ces outils nous permettent de débugger les erreurs JavaScript, CSS, HTML. Git est l'un des systèmes de contrôle de version les plus populaires et il permet aux développeurs de gérer les différentes versions de leur code source, mais il ne permet pas la collaboration avec d'autres développeurs. Donc, cette proposition, elle peut amener à débat. D'aucuns diront que Git ne permet pas la collaboration avec d'autres développeurs, d'autres diront qu'elle permet la collaboration avec d'autres développeurs. Ici, pour donner le juste milieu, on dira que Git à lui seul ne permet pas la collaboration avec d'autres développeurs. Maintenant, Git associé à des plateformes qui reposent notamment sur la technologie Git permettront donc, notamment Git, Bitbucket et autres, on reviendra dessus, permettront donc aux développeurs de collaborer sur des projets. Donc Git en lui-même ne permettra que à un développeur la gestion des versions de son code. Maintenant, pour le partage du code, on parlera de dépôt distant de repository. On aura obligatoirement besoin, on peut se faire du partage de fichiers, mais si on travaille avec des personnes qui ne sont pas géographiquement proches de nous, on aura besoin d'utiliser des plateformes de collaboration. Mais si on travaille avec des développeurs qui sont proches de nous, on peut se partager le code via FTP, via des clés USB et autres. Donc, Git à lui seul ne permettra pas la collaboration, mais associé à des plateformes qui reposent toujours sur Git, permettra la collaboration avec les développeurs. Les préprocesseurs CSS tels que SAS et LESS permettent aux développeurs d'écrire du code CSS avancé en utilisant des fonctionnalités supplémentaires telles que les variables, mais ne fournissent pas de boucles pour faciliter le développement. Donc, cette proposition est fausse, car les préprocesseurs ont cet avantage de permettre d'écrire du code avancé pour le CSS. On reviendra dessus. Lighthouse est un outil utilisé pour mesurer et optimiser les performances des sites web, évaluant des aspects tels que la performance, l'accessibilité et l'optimisation pour les moteurs de recherche. Cette proposition est correcte. Donc, nous arrivons au terme de notre première séance consacrée à l'introduction au web et à ses fondamentaux. Bon, les points clés que nous avons abordés, c'est qu'est réellement le web, son fonctionnement de base, ses protocoles essentiels, le rôle des navigateurs ainsi que les outils indispensables utilisés par les développeurs web. Donc, je vous remercie pour votre attention. Pour la phase de questions, il s'agit en fait des questions que vous aurez gardées depuis le début de la présentation. Donc, vous allez lever la main et je passerai la main à certains d'entre vous pour poser leurs questions. Merci. Il y a Patrice Niambo qui a une question. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup pour la disponibilité que vous avez prise. Mais ma question est celle de savoir par rapport au standard de W3C. Est-ce que c'est une normalisation qu'on peut considérer comme celle de OADA? Donc, tous les développeurs doivent marcher selon leurs normes. Et par rapport à la gestion de performance et d'optimisation des sites web sur le navigateur,
cela, je ne trouve pas que la gestion d'optimisation encore de performance ou encore d'accessibilité dépendent du code du développeur. Cela, je trouve que ça dépend de la connexion Internet que nous avons à notre possession. Alors, par rapport à ma première question, et ma deuxième question est celle de savoir, parmi tous ces éditeurs de code que vous avez cités là, que l'éditeur de code actuellement le plus meilleur, parce que depuis que j'ai commencé le code, je n'ai utilisé que deux parmi ceux que vous avez cités. Et ma dernière question est celle de savoir le langage du web qui est le HTML qui nous interprète les codes. Maintenant, quelle est la différence entre IML et ASP.NET? Merci beaucoup. Ce sont mes deux questions que j'avais à poser. D'accord. Je vais répondre d'abord à tes questions avant de passer la main à une autre personne. Donc, ta dernière question, je ne l'ai pas bien comprise. Tu demandais la différence entre UML et HTML et le ASP.NET. Si IML et ici HTML est considéré comme le langage de code du web. Ok. Bon, je vais aller dans l'ordre. Bon, ta première question était de savoir si 3WC, W3C autant pour moi, a des standards comme OADA. Donc, en fait, W3C, il faut comprendre par là que ce sont des recommandations. Quand on parle de recommandations, comme on le dit souvent, c'est facultatif. Donc, c'est au bon vouloir, en fait, du développeur de se rassurer de respecter ces recommandations-là. Il est très important de les respecter parce que certes, tu pourras mettre ton site en ligne, mais s'il ne respecte pas les normes, s'il ne respecte pas les recommandations, le but d'un site, quand on met un site en ligne, on ne le met pas juste pour le mettre. Il y a un but derrière. Ça peut être un but commercial, ça peut être un but éducatif, ça peut être un but tout autre. Donc, si tu ne respectes pas les normes, il est bien possible qu'un utilisateur qui arrive sur ta page ne soit pas à l'aise et qu'il skip, qu'il passe à autre chose. De deux, au niveau du référencement, tu ne seras pas référencé de façon naturelle. Donc, quand je parle de référencement, on reviendra aussi dessus. Mais ces recommandations sont là pour que ton site soit le mieux présenté aux différents utilisateurs, on va dire comme ça. La deuxième question, c'était c'était plutôt une remarque que tu me faisais. Tu disais en fait que l'optimisation ne dépend pas du code du développeur, mais de la connexion de l'utilisateur. Donc à ça, je répondrais oui et non. Parce que il est possible pour nous, les développeurs, de tester en fait, de tester notre application avec une connexion, avec différents types de connexions. Donc, sur un navigateur avec les outils de débogage, on peut tester notre site pour voir comment est-ce qu'il va réagir sur une connexion, par exemple, et sur une connexion en 3G, sur une connexion en 4G, sur une connexion en 5G, sur les navigateurs plus récents. Donc, il y a toujours moyen dans le code d'optimiser ton code au maximum pour que le délai d'attente soit suffisamment moindre qu'on soit sur une mauvaise connexion ou sur une bonne connexion. C'est ce qui fera la différence entre un développeur et un autre développeur. C'est que quelqu'un d'autre prendra le temps de se rassurer que son produit est utilisable par n'importe qui. Quelqu'un d'autre prendra le temps de se rassurer que ce n'est utilisable que pour une majorité. Donc, la troisième question, c'était de savoir quel est l'éditeur le plus utilisé. Je dirais le plus utilisé, je dirais qu'il s'agit de Visual Studio Code, qui est le plus populaire. Qui est le plus populaire en fait. Donc, Visual Studio Code, qui est le plus populaire, mais il en existe
une pléthore. Maintenant, il y a une différence entre éditeur de code et IDE. On reviendra dessus lorsqu'on va commencer à entrer en profondeur sur le code. Donc, l'IDE, ce sera un environnement de code intégré pour un langage de programmation en particulier. Pourtant, un éditeur de code, lui, nous permettra d'écrire du code, on va dire, pour n'importe quel type de langage de programmation. Donc, tu verras, en faisant tes petites recherches, tu verras peut-être qu'il y a tel IDE qui est plus utilisé que d'autres. Mais il faut comprendre que l'IDE est propre à un langage de programmation et l'éditeur est ouvert à tous les langages de programmation. Et en dernier, pour répondre à ta dernière question, HTML, c'est, on va dire, c'est le langage mère du web. C'est-à-dire, quel que soit, si tu veux faire une page web, une application web, tu seras toujours amené à utiliser du HTML parce que le HTML permet en fait de structurer tes pages, de donner un squelette à tes pages. Maintenant, au HTML, tu vas rajouter d'autres langages de programmation, notamment la mise en forme qui sera faite avec du CSS ou les préprocesseurs, comme on a vu, et un langage qui sera dit langage serveur. Donc, Java, Python, JavaScript et autres, qui permettra en fait la communication avec le serveur. Donc, HTML lui seul ne permet pas d'avoir un site web complet, mais d'avoir une ossature pour notre site web. Voilà pourquoi il est appelé langage web. Parce que tu auras beau développer avec n'importe quel langage, mais l'HTML sera toujours celui par lequel tu passeras d'abord. Bon, j'espère avoir répondu à tes préoccupations. D'accord, merci beaucoup. En passant, j'ai fini cette question. Pourquoi devons-nous écrire les codes pendant que nous avons des CMS à notre disposition, tels que WordPress? Donc, cette question, je reviendrai à la question sur nos prochaines séances. J'espère que tu seras là demain ou après-demain. Toujours Et je là. vais répondre, et la séance va répondre à ta question, en fait. Tu comprendras pourquoi il est toujours important pour nous, bien qu'il y ait des CMS aujourd'hui, de savoir écrire du code. Parce que même le CMS a été conçu à la base, a été conçu avec du code aussi. OK, merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a une autre question rapidement? Avec moi, ça va. Donc, celui qui veut poser une question peut activer son micro, mais essayez de lever la main, c'est préférable. Vous levez la main, je vous passe la parole, vous activez votre micro, vous posez votre question. Anonymous, je ne sais pas, je crois qu'il va se reconnaître. Anonymous, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir la différence qui existe entre le HTML et le XML. D'accord. Donc, déjà, le HTML et le XML sont tous deux des langages de balisage. Donc, quand on parle de balise, en fait, c'est tout simplement une syntaxe d'écriture, c'est-à-dire on mettra en fait nos différents éléments entre des crochets, entre des balises. Donc, la différence flagrante que je donnerai entre le XML et le HTML, c'est que le XML permettra en fait de, tout comme le HTML structure une page web, le XML permettra de structurer un document. C'est un langage de structuration de documents. Généralement, il est utilisé pour la structure des bases de données. Parce que dans le HTML est propre aux pages web, c'est-à-dire on structure en fait notre page web. Maintenant, si on veut structurer des informations, comme par exemple les informations sur l'utilisateur qui s'est connecté, les informations sur la zone géographique de l'utilisateur, ce genre de détails, on ne peut pas structurer ce genre de détails avec le HTML. On aura besoin d'un langage plus solide pour structurer en fait le document qui va comporter les informations sur la zone géographique, sur l'utilisateur. Donc, rapidement brossé comme ça, je te dirais que la différence entre le HTML et le XML, qui sont tous deux des langages de balisage, c'est que le HTML est propre à la structuration d'une page web. Le XML est propre à la structuration d'un document.
généralement utilisées pour structurer les bases de données. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. OK, une autre question. Je vois dans les commentaires qu'il y a une question de M. Elson. Bon, la question qu'il pose, c'est il aimerait savoir pourquoi un navigateur ou un moteur de recherche peut bloquer un site web et comment on peut faire pour qu'un navigateur donne accès à un site web. Pourquoi un navigateur ou un moteur de recherche bloque un site web? Donc, déjà, un moteur de recherche ne bloque pas un site web. Bon, soit le site web n'est pas présent parmi les résultats de la première page, soit tout simplement, c'est le navigateur. Quand vous voulez accéder au site web, l'extension que vous avez installée, ça peut être deux possibilités pour revenir au navigateur. Donc, pour le moteur de recherche ne bloque pas le site. Soit il n'est pas sur la première page de recherche, soit il n'est juste pas dans les recherches. Maintenant, le navigateur, il y a deux possibilités. Soit vous avez installé une extension de blocage qui, en fait, juge que votre site contient des éléments potentiellement dangereux pour l'utilisateur, donc il va automatiquement bloquer le site. Soit le site n'est pas sécurisé. On a parlé du protocole HTTPS. Donc, généralement, quand l'utilisateur va vouloir accéder au site, on va lui dire en fait que le site n'est pas sécurisé. Et on va lui proposer de revenir en lieu sûr. Le navigateur récent généralement cache autant pour moi le bouton pour accéder. Parce qu'il y a souvent un bouton qu'on met plus bas, accéder quand même au site. Mais le navigateur récent, généralement, il cache ce bouton-là. C'est ce qui fait que si quelqu'un n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de réponse, il aura l'impression que le site est bloqué. Pourtant, il peut quand même accéder à ce site-là. Il suffit juste de trouver comment dérouler le bouton pour accéder quand même au site. Donc, soit vous avez installé une extension pour bloquer les sites malveillants, soit le site n'est pas en mode sécurisé. Et maintenant, pour le moteur de recherche, c'est tout simplement que soit le site n'est pas parmi les premiers résultats de recherche de la première page, soit il n'est tout simplement pas dans les résultats de recherche, ce qui veut dire qu'il a été mal référencé, par exemple. Il m'a été également demandé qu'est-ce que je recommande pour l'éditeur de code. Bon, je vous recommande d'utiliser Visual Studio Code. Bon, c'est l'éditeur de code le plus populaire et je pense le plus utilisé également. Je vous recommande vivement de l'installer et de travailler avec lui. Par la suite, on pourra installer des extensions pour pouvoir améliorer notre expérience de développement. Donc, il m'a été également demandé c'est quoi une extension d'un navigateur. Donc, c'est tout simplement un additif, un add-on, comme on dit. Donc, une fonctionnalité additive que l'on va installer sur notre navigateur. Bon, je prends couramment l'exemple de l'extension de traduction. C'est-à-dire, lorsqu'on va vouloir traduire notre page, il nous est souvent proposé de traduire la page et tout. Donc, parmi la liste des extensions, des ajouts, on va dire que ce sont comme des mini-applications qu'on va installer, on va dire ça comme ça, qu'on va installer sur nos navigateurs, qui nous permettront de remplir des tâches spécifiques. Pour l'extension de traduction, ce sera de traduire la page dans la langue que nous utilisons. Ok, je pense avoir fait le tour des commentaires sur le chat. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments auxquels je n'ai pas apporté de réponse. S'il y en a, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir vers nous aux prochaines séances. Vous pourrez poser des questions de cette séance aux prochaines séances et j'apporterai des réponses. Bonne soirée à tous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier encore pour votre présence aujourd'hui et vous remercier également pour votre attention. J'espère que c'est à peu près 1h30, bientôt 2 heures passées avec nous ont été bénéfiques pour vous. Et je tiens à vous revoir nombreux pour la séance de demain. Donc, nous allons commencer à 18h GMT, 19h, heure d'Afrique centrale.
Je vous remercie.